Pendant des années, Laurent Fontaine a demandé aux autres s'ils étaient prêts à ouvrir le rideau, à écouter une vérité, à affronter un regret, à revoir quelqu'un qu'il croyait perdu. Mais lorsque les projecteurs s'éteignent, il ne reste plus ni décor, ni applaudissements. Seulement un homme face à ses propres absences, à ses blessures d'enfant et à cette peur silencieuse de devenir inutile. Alors, que se passe-t-il quand celui qui révélait les secrets des autres doit enfin regarder les siens? À l'écran, Laurent Fontaine donnait l'impression de ne jamais douter. Un regard vif, une voix précise, cette manière de poser une question comme on entr'ouvre une porte que personne n'osait toucher. Face à lui, les invités tremblaient, hésitaient, pleuraient parfois, et lui restait là, calme, attentif, presque maître du temps. Avec Pascal Bataille, il avait construit bien plus qu'un duo de télévision. Ils étaient devenus une mécanique parfaitement réglée, deux tempéraments capables de relancer une confidence et de suspendre une salle entière à quelques secondes de silence. L'un avançait, l'autre retenait. L'un provoquait, l'autre rassurait. Ensemble, ils avaient compris une chose essentielle. Le public ne regarde pas seulement des histoires. Il attend de voir quelqu'un oser dire ce qu'il cache. Puis vint ce rideau, simple en apparence. Pourtant, derrière lui, des familles espéraient se retrouver. Des amours tentaient une dernière chance. Des blessures anciennes demandaient enfin un nom. Laurent se tenait au centre de ce théâtre humain, comme s'il savait exactement jusqu'où pousser les émotions sans les briser. Mais personne ne se demandait vraiment pourquoi il semblait comprendre si bien les séparations. Pourquoi savait-il reconnaître le moment où une voix allait se casser? Pourquoi respectait-il autant les mots restés trop longtemps enfermés? Pourquoi cet homme, connu pour son énergie et son assurance, paraissait-il parfois plus bouleversé par une absence que par une déclaration d'amour? Le succès avait fini par fabriquer une image solide, celle d'un professionnel ambitieux, rapide, parfois tranchant, toujours prêt à reprendre le contrôle. Une image si convaincante que le public pouvait oublier l'homme derrière le présentateur. Car la télévision adore les silhouettes nettes. Elle montre la maîtrise, jamais le prix payé pour l'obtenir. Laurent avait appris tôt à observer les visages, à deviner une colère avant qu'elle n'éclate, à sentir un danger dans un silence, à comprendre ce que les adultes ne disaient pas. Ce talent, plus tard, deviendrait une force professionnelle. Mais avant d'être un don, il avait peut-être été un moyen de survivre. C'est là que son histoire change de couleur. Derrière le présentateur capable d'accompagner les confessions les plus douloureuses, se cachait un enfant qui, lui, n'avait jamais eu le droit d'entendre toute la vérité. Un enfant à qui l'on avait caché l'essentiel, au moment même où sa vie basculait. Et si Laurent Fontaine avait passé tant d'années à aider les autres, à ouvrir un rideau, c'était peut-être parce qu'un jour, lorsqu'il n'avait que 7 ans, une porte s'était refermée devant lui. Une porte qu'il n'a jamais réussi à rouvrir. Laurent n'avait que 7 ans lorsque le monde des adultes s'est refermé autour de lui. Sa mère était gravement malade, rongée par un cancer, mais on avait choisi de lui cacher la vérité. On pensait le protéger. On détournait ses questions. On remplissait les silences avec des mots vagues. Pourtant, un enfant comprend souvent bien avant qu'on ne le croie que quelque chose est en train de disparaître. À l'hôpital, sa mère vivait ses derniers instants. Laurent, lui, restait à distance. Sa famille avait décidé qu'il était trop jeune pour la voir souffrir, trop jeune pour entrer dans cette chambre, trop jeune pour affronter la mort. Mais personne ne lui demanda s'il était trop jeune pour porter toute sa vie le poids d'un adieu jamais prononcé. Il ne put pas lui tenir la main. Il ne put pas lui dire qu'il l'aimait. Il ne put pas entendre une dernière fois sa voix. Et lorsque la mort l'emporta, elle laissa une question qui allait le poursuivre pendant plus de 50 ans. Savait-elle que son fils voulait venir? Avait-elle cru qu'il l'avait oublié? Certaines blessures ne naissent pas seulement de ce qui s'est passé, mais de ce qui a été empêché.
Quelques mois plus tard, son père se remaria. Laurent espérait retrouver un peu de chaleur, une forme de stabilité. Mais selon le récit qu'il fera bien plus tard, la maison devint un lieu de peur. Sa belle-mère le frappait, parfois sans raison compréhensible, et l'enfant apprit à lire les visages avant même que les mots ne soient prononcés. Il surveillait les gestes, les regards, les changements de ton. Il ne vivait plus vraiment, il anticipait. À cet âge, on devrait apprendre à faire confiance. Laurent, lui, apprit à se protéger. Il comprit que les adultes pouvaient cacher la vérité au nom de l'amour, puis faire du mal au nom de la colère. Il découvrit surtout qu'une maison peut avoir des murs et pourtant ne pas être un refuge. Des années plus tard, devant les caméras, il saurait reconnaître une voix qui vacille, un regard qui fuit, une douleur qu'on tente de retenir. Ce talent impressionnait le public. Mais personne ne voyait qu'il avait été façonné bien avant la télévision, dans une enfance où chaque silence pouvait annoncer une catastrophe. Lorsqu'il demandait à un invité s'il avait quelque chose à dire avant que le rideau ne s'ouvre, Laurent ne posait peut-être pas une simple question. Il offrait à quelqu'un ce que la vie lui avait refusé à 7 ans, le droit de parler, avant qu'il ne soit trop tard. Mais on ne guérit pas toujours en réparant les histoires des autres. Parfois, on repousse le moment de regarder la sienne. Et bientôt, Laurent allait trouver auprès d'un autre homme une fraternité capable de combler une partie du vide avant qu'elle ne se brise à son tour. Lorsque Laurent Fontaine rencontre Pascal Bataille, il ne trouve pas seulement un partenaire de travail. Il découvre un homme capable de suivre son rythme, de comprendre ses idées avant qu'elles ne soient achevées et de sentir avec lui ce que le public attend sans toujours savoir l'exprimer. Très vite, leur complicité dépasse les studios. Ils écrivent, produisent, imaginent. L'un lance une idée, l'autre lui donne une forme. À l'écran, ils deviennent presque indissociables. 2 voix, 2 tempéraments, mais une seule mécanique. Le public finit par ne plus penser à Laurent sans Pascal, ni à Pascal sans Laurent. Avec « y a que la vérité qui compte », cette alliance atteint son sommet. Derrière le rideau, des familles se déchirent, des amours reviennent, des excuses sont enfin prononcées. Laurent appuie là où la vérité résiste. Pascal adoucit là où l'émotion menace de tout emporter. Ensemble, ils donnent l'impression que rien ne peut les séparer. Mais les liens les plus solides ne se brisent pas toujours dans un grand scandale. Parfois, ils se fissurent lentement, à force de convictions devenues incompatibles. Les désaccords politiques s'installent, puis deviennent trop profonds. Ce qui n'était qu'une divergence se transforme en distance. Les appels cessent, les projets s'arrêtent, les années passent. 2 hommes qui avaient aidé tant d'inconnus à se parler ne trouvent plus les mots pour se parler eux-mêmes. Pour Laurent, cette rupture ressemble à un divorce. Il ne perd pas seulement un collègue, il perd un témoin de sa vie, un frère choisi, quelqu'un qui connaissait ses forces, ses colères et ses failles. Après plus de 30 ans de complicité, l'absence de Pascal crée un vide que ni le travail ni le temps ne comblent vraiment. Le paradoxe est cruel. Sur le plateau, Laurent demandait aux autres de dépasser leur orgueil, d'écouter avant de juger, de tendre la main avant qu'il ne soit trop tard. Dans sa propre histoire, il découvre que les conseils les plus simples à offrir sont parfois les plus difficiles à suivre. Puis le dialogue reprend, non parce que leurs convictions disparaissent, mais parce qu'ils comprennent que certaines relations valent davantage qu'une victoire dans un débat. Ils se retrouvent, reconstruisent leur confiance et décident de laisser la politique hors de leur fraternité. Le duo renaît. Le rideau peut de nouveau s'ouvrir. Pourtant, quelque chose a changé. Laurent sait désormais qu'aucun lien n'est invincible, même lorsqu'il a résisté à 3 décennies. Et au moment où les 2 hommes croient avoir réparé l'essentiel, une autre blessure apparaît, celle du prix que leur célébrité a fait payer
à ceux qui n'avaient jamais choisi de vivre sous les projecteurs. Au sommet de leur succès, Laurent Fontaine et Pascal Bataille semblaient invincibles. Y a que la vérité qui compte réunissait des millions, et le rideau rouge entrait dans la mémoire collective. À l'écran, tout paraissait simple, une confidence, une attente, puis une vérité capable de changer une vie. Mais la célébrité possède toujours une face que les caméras montrent mal. Plus Laurent devenait connu, plus son image cessait de lui appartenir. Les guignols de l'info transformèrent le duo en caricature, comme si deux hommes partageaient un seul cerveau. Le public riait, Laurent parfois aussi. Pourtant, l'humour change de goût lorsqu'il franchit la porte de la maison. À l'école, ses enfants entendaient leurs camarades répéter les moqueries vues à la télévision. Ils devaient répondre à des plaisanteries qu'ils n'avaient jamais choisies, porter une réputation qu'ils n'avaient pas construite. Laurent pouvait accepter d'être attaqué, mais pas de voir ceux qu'il aimait payer le prix de sa notoriété. C'est l'un des pièges les plus cruels du succès. On croit exposer seulement son visage, puis on découvre que toute la famille se retrouve sous la lumière. La pression venait aussi d'ailleurs. L'émission était accusée de transformer les larmes en spectacle, de pousser des inconnus à livrer leur intimité devant des millions de personnes. Certains participants se retrouvaient ensuite jugés, poursuivis par leur passé, ou rattrapés par une histoire qu'ils pensaient avoir refermée. Laurent se trouvait au centre d'un dilemme. Il voulait aider, permettre une réconciliation, offrir une parole à ceux qui n'en avaient jamais eu. Mais il était aussi producteur. Il connaissait les attentes du public et la violence silencieuse des chiffres d'audience. Alors, où s'arrête l'émotion sincère et où commence le spectacle? Cette question le suivait jusque dans les coulisses. Derrière son assurance, il encaissait les critiques et le poids des histoires entendues chaque semaine. Il devait rester solide devant les invités, puis rentrer chez lui avec leurs regrets, leurs abandons et leur colère, encore accrochés à lui. Lorsque l'émission fut arrêtée, Laurent ne perdit pas seulement un programme, il perdit une partie de son identité. L'homme qui vivait dans le mouvement se retrouva face au silence. Et dans ce silence, les blessures repoussées depuis des années parlèrent plus fort. Pourtant, le rideau allait se relever. Le duo allait revenir, et Laurent croire que la télévision lui offrait une seconde chance. Mais parfois, une seconde chance n'est qu'un sursis. Car au moment où il pensait avoir vaincu l'oubli, la maison qui l'avait accueilli allait disparaître, emportant avec elle des emplois, des habitudes et une part de sa vie. La disparition de C8 ne fut pas, pour Laurent Fontaine, un simple changement de chaîne. Ce fut l'effacement brutal du lieu qui avait permis à Y a que la vérité qui compte de renaître après des années d'absence. En quelques instants, un décor devenait un souvenir, des équipes perdaient leurs repères, et des professionnels comprenaient que leur avenir pouvait être rayé d'une grille. Laurent parla d'un véritable drame. Derrière cette formule, il y avait plus qu'une inquiétude pour sa carrière. Il voyait des techniciens, des producteurs, des assistants jetés dans l'incertitude. La télévision célèbre les retours, mais filme rarement ceux qui restent debout au milieu des ruines. Le transfert vers W9 sauva le format. Le rideau revint, Pascal Bataille retrouva sa place, et le public put de nouveau assister à ces face-à-face, où une phrase suffit à bouleverser une existence. Pourtant, quelque chose s'était brisé. L'homme. Laurent n'entrait plus dans ce chapitre avec l'assurance de l'homme qui avait autrefois dominé les soirées. Il y entrait comme quelqu'un qui devait prouver qu'il n'était pas seulement un souvenir. Cette fragilité devint plus visible dans Tout beau, tout neuf UF. Peu à peu, sa présence se fit rare. Laurent expliqua qu'il supportait mal une organisation imprévisible, ses appels reçus au dernier moment, ces tournages auxquels il fallait se rendre,
sans pouvoir organiser sa vie. Il nia tout conflit personnel, mais reconnut une vérité plus difficile. Il ne se sentait plus à sa place. Pour un inconnu, cela pourrait sembler banal. Pour un homme qui avait longtemps choisi les séquences et tenu un plateau dans le creux de sa main, attendre qu'on décide de l'appeler était une humiliation silencieuse. Autrefois, Laurent ouvrait la porte aux autres. Désormais, il devait patienter devant celle des nouveaux décideurs. Et c'est là que le véritable vertige apparaît. Ce qu'il perdait n'était pas seulement une émission ou une chronique. Il perdait le sentiment d'être indispensable. Le monde autour de lui allait plus vite. Les visages changeaient, les codes aussi. Une génération entière connaissait les nouvelles vedettes sans toujours savoir qui était Laurent Fontaine. Le plus cruel dans le déclin n'est pas de tomber, c'est de rester debout pendant que les regards passent à côté de vous. À plus de 60 ans, il ne pouvait plus ignorer la question qui revenait dans le silence des loges. Que reste-t-il lorsque le téléphone sonne moins, lorsque les rôles deviennent secondaires, lorsque celui qui menait le jeu doit attendre son tour? La réponse n'était pas encore claire, mais une vérité plus intime s'imposait déjà. Pendant que sa place à l'écran vacillait, son corps envoyait des signaux qu'il ne pouvait plus repousser. Lorsque les caméras s'éloignent, il ne reste plus d'image à contrôler. Il reste un corps, ses limites, ses douleurs et toutes les vérités repoussées au lendemain. Pour Laurent Fontaine, ce face-à-face devint plus brutal à mesure que sa place à la télévision se fragilisait. Il parla publiquement de sa prise de poids, de ses kilos accumulés jusqu'à dépasser les 100 kilos, de cette manière de manger trop, comme si la nourriture pouvait combler un vide que le succès n'avait jamais rempli. Les régimes se succédaient, les efforts commençaient, puis le poids revenait. Rappel humiliant que la volonté ne commande pas toujours au corps. Il évoqua aussi des problèmes plus intimes, ceux que beaucoup d'hommes préfèrent cacher derrière une plaisanterie ou un silence. Les troubles de l'érection, la fatigue, les douleurs inflammatoires, tout ce qui attaque lentement l'image de puissance construite pendant des décennies. Tiaoleki. En parler, c'était risquer les moqueries. Se taire, c'était laisser la honte devenir une seconde maladie. Mais le mal le plus profond n'était peut-être pas physique. À plus de 60 ans, Laurent découvrait que l'âge n'arrive jamais seul. Il vient avec des comptes à faire, des revenus moins réguliers, une retraite qui ne ressemble pas à la sécurité promise, et cette question que personne n'ose poser, combien de temps pourrais-je encore tenir ainsi? Le public imagine souvent que la célébrité garantit une vieillesse paisible. Pourtant, les années de gloire ne perdent pas toujours les années de silence. Une carrière peut sembler immense, puis se réduire soudain à quelques invitations, quelques chroniques, quelques appels incertains. Alors 3 peurs se rejoignaient. Celle de ne plus maîtriser son corps, celle de ne plus être désiré par le métier, et celle de ne pas avoir assez préparé l'avenir. Le vieillissement n'était pas ce qui l'effrayait le plus. Ce qui le hantait, c'était l'idée de devenir inutile, de regarder les autres avancer pendant que son nom disparaissait. Car un homme peut accepter les rides, il accepte beaucoup plus difficilement de devenir invisible. Pourtant, derrière cette inquiétude, une autre vérité émergeait. Laurent n'était pas seulement un présentateur en quête d'une place. Il était aussi un père, un compagnon, un homme entouré de liens fragiles qu'il ne voulait plus perdre. Après avoir passé sa vie à courir derrière les audiences, il lui fallait peut-être apprendre à mesurer autrement ce qu'il lui restait. Non plus en minutes d'antenne, mais en appels reçus, en pardons accordés, en présence fidèle. Car lorsqu'un homme croit avoir tout perdu, il lui reste parfois l'essentiel, à condition d'oser le reconnaître avant qu'un nouveau silence ne s'installe. Après les plateaux, les audiences et les polémiques, il reste une réalité plus simple, mais aussi plus exigeante, celle d'un père face à ses enfants. Laurent Fontaine en a 4, nés de relations différentes, dont des jumelles. Leurs vies se sont construites loin de l'image parfaite d'une famille réunie sous le même toit.
Certains chemins se sont éloignés, d'autres ont traversé les frontières, et cette dispersion a laissé en lui une douleur discrète. Il savait mieux que personne que l'amour ne suffit pas toujours à empêcher les distances. On peut aimer ses enfants et pourtant regretter les absences, les repas manqués, les années qui passent trop vite. Le public voyait un homme capable de réunir des inconnus derrière un rideau. Mais dans sa propre vie, aucun décor ne pouvait réparer en quelques minutes ce que le temps avait séparé. Pourtant, une famille n'est pas seulement une adresse commune. Elle existe aussi dans les appels tardifs, les inquiétudes silencieuses, les pardons difficiles et cette volonté de rester présent, même lorsque tout n'est pas parfait. Laurent ne pouvait pas réécrire le passé, mais il pouvait choisir de ne pas laisser les silences devenir définitifs. La même vérité s'imposa dans son amitié avec Pascal Bataille. Après des années de rupture, les deux hommes avaient retrouvé le chemin l'un vers l'autre. Ils n'avaient pas effacé leur désaccord, ils avaient simplement compris qu'un lien de 30 ans valait davantage que le besoin d'avoir raison. Leur réconciliation devenait plus qu'un retour professionnel. Elle prouvait que certaines fractures peuvent se refermer lorsqu'on accepte enfin de poser les armes. Cette leçon ramenait Laurent à l'enfant de 7 ans qu'il avait été. Ce garçon n'avait pas pu entrer dans la chambre de sa mère. Il n'avait pas pu lui parler, ni lui dire adieu. Toute sa vie, il avait donc offert aux autres ce qu'on lui avait refusé, une dernière chance de prononcer les mots essentiels avant qu'il ne soit trop tard. Mais aider les autres ne suffit pas à guérir. Il fallait encore qu'il se pardonne ses propres erreurs, ses absences, ses colères, et toutes ces années passées à croire qu'un homme ne vaut que par la place qu'il occupe sous la lumière. Aujourd'hui, Laurent n'est plus seulement celui qui ouvre le rideau pour les autres. Il est celui qui doit décider s'il accepte enfin de regarder sa propre vérité. Car le dernier rideau n'est pas celui d'une émission. Il se dresse entre l'homme public et l'enfant blessé, entre ce qu'il a perdu et ce qu'il peut encore sauver. Et peut-être que le plus grand courage de sa vie ne sera pas de revenir à l'écran, mais de rester présent auprès de ceux qui l'aiment, avant qu'un nouveau silence ne devienne irréparable. Lorsque les lumières s'éteignent, Laurent Fontaine ne reste plus face aux histoires des autres, mais devant la sienne, celle d'un enfant privé d'adieu, d'un homme blessé par le succès, puis rattrapé par le temps. Il ne pourra jamais effacer ses pertes, mais il peut encore choisir de ne plus laisser le silence décider à sa place. Car la vraie victoire n'est peut-être pas de revenir au centre de l'écran, mais de rester debout, d'aimer sans attendre et de dire enfin les mots essentiels avant qu'il ne soit trop tard.